une formation de mécanicien. J'ai commencé par faire de la mécanique d'usinage. Après, je suis allé sur la mécanique de réparation. J'y suis revenu à la mécanique d'usinage après être devenu musicien amateur. J'ai voulu allier les deux, c'est-à-dire mon côté mécanicien et mon côté musicien. Ça permet de faire des instruments justement avec la précision du dixième sans difficulté. Les deux instruments que je fabrique principalement, c'est la bombarde et le biniou. En se disant que ça va de pair, c'est les deux instruments bretons. Je fabrique aussi un autre hautbois qui est plus grave que la bombarde, qu'on a appelé le piston. Et en fait, c'est, on va dire, la même longueur et la même tonalité qu'un hautbois classique, mais avec beaucoup moins de clés et qui a un son beaucoup plus puissant. Il y avait quand même quelques petits défis techniques à relever, à savoir que l'une des difficultés pour faire une bombarde par exemple, c'est qu'il faut percer sur un petit diamètre et sur une grande longueur. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprenait forcément à faire dans l'industrie. Alors l'un des gros problèmes en tournage, c'est la concentricité. Tant dire que dans une vie de tourneur, j'ai passé des jours à faire tourner les pièces ronds. J'avais eu l'adresse d'un fabricant d'alésoirs, mais assez vite mon côté mécanicien est ressorti et je me suis mis à fabriquer mes alésoirs moi-même. À un moment, je n'avais pas de fraiseuse pour faire les alésoirs, parce qu'en fait, il faut un tour et une fraiseuse. J'étais retourné à mon ancienne école pour disposer d'une fraiseuse pour faire mes premiers alésoirs. Donc j'avais été plutôt bien reçu, mais mon ancien prof ne m'avait pas été forcément d'une grande aide parce qu'il ne savait pas comment usiner ça. Je m'étais, on va dire, débrouillé par moi-même et j'y suis arrivé. On va dire que pour qu'un instrument fonctionne bien, il y a un certain nombre de critères. Alors évidemment le son, mais au-delà du son, il faut que, pour que le son soit le résultat final, il faut déjà que l'instrument soit stable. C'est-à-dire que si vous faites une note et que la note est instable, vous n'arriverez pas à avoir une justesse. Donc ça, c'est déjà l'une des difficultés. L'une des autres difficultés sur la bombarde, c'est que ça joue sur 2 octaves. Donc il faut que la perce de l'instrument le permette. Et enfin, on va dire une fois qu'on a résolu les problèmes de stabilité, d'octaviation, reste le son. Et là, c'est assez subtil, on va dire, parce que la moindre modification sur la perce, ça peut avoir un joli son ou un moins beau son. Ça nécessite de faire un certain nombre de prototypes pour arriver à un résultat satisfaisant. Première vague, c'est la vague d'après-guerre, donc où le tourisme a commencé à se mettre en place en Bretagne, et puis des gens comme Paulique Montjarret qui a commencé à monter des bagades comme le bagade de Carhaix. Ces musiciens se sont rendus compte qu'il y avait un engouement dès le départ pour en fait ce qui était la copie des pikebands écossais. Donc pikebands plus des bombardes, c'est-à-dire cornemuse écossaise, percussion plus des bombardes pour former les bagades. Et dès le départ, ça a eu un succès considérable. Et donc une fois que la machine s'est mise en route, ça s'est amplifié. Et donc après la seconde étape, ça a été sans doute Stivell qui a donné un coup de modernité à la musique bretonne. Et donc ça, c'était la seconde vague des années 70. L'évolution des bagades a été constante des années 50 jusqu'à 2020, mais là c'est un peu arrêté. Et par contre, dans la musique bretonne, on a vu une émergence de groupes dans les années 90. Je pense à Arya Wang, par exemple, et plein d'autres groupes dans le même genre. Et là, le niveau a beaucoup monté, on va dire d'un coup, en musique en groupe, quoi. Le potentiel
de jeu des groupes actuellement, enfin pour les meilleurs en tout cas, est très élevé. Le problème, c'est que l'adhésion du public au Fest-Noz est plutôt en décroissance assez nette, et ça depuis quand même au moins une dizaine, voire une quinzaine d'années. Donc on a les groupes qui montent en niveau de beaucoup et le public qui se désintéresse du Fest-Noz. Je pense que les fabricants d'enceintes ont plus de marge de manœuvre que nous, facteurs d'instruments, parce qu'à partir du moment où on resserre les critères qualitatifs, à savoir la stabilité, la facilité à l'octave, l'équilibre, je n'ai pas parlé de l'équilibre, mais si, il faut que les notes graves sortent aussi fortes que les notes aiguës ou vice-versa. Donc ça, c'est aussi une chose importante. Donc une fois qu'on a mis tous les critères en œuvre, on finit par faire un instrument qui ressemble à celui du voisin, quoi. Voilà, il n'y a pas 1000 manières de faire un instrument qui marche bien. Bon, ceci dit, je vais élargir un peu le propos. En bombarde, je pense que ces 30 dernières années, on est arrivé à une qualité qui fait que la bombarde ne va plus évoluer de beaucoup, quoi. C'est-à-dire que là, on arrive à faire des instruments qui sont stables, justes, faciles à jouer, qui ont un joli son. Voilà, donc il y a un certain standard qui a émergé ces 30 dernières années. Et par contre, pour être en train de travailler sur le Hewland Pipe en ce moment, avec un confrère, là on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses encore à mettre au point au Hewland Pipe, quoi. On est peut-être une demi-douzaine à fabriquer des bombardes. Ouais. Ouais. Et après, pour la bombarde, c'est un marché principalement régional. Quand j'ai démarré, il n'y avait pas d'école pour ce métier-là, et chaque facteur était autodidacte. Donc, sans qu'il y ait une concurrence extrême, mais chacun garde un petit peu ses savoir-faire. En fait, parce que j'ai trouvé ce bâtiment, que je suis venu ici. Je suis évidemment content d'être à Edern, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'habitais à Ergué-Gabéric, donc je ne suis pas très loin. Le bâtiment que j'ai trouvé ici, c'était pas trop cher. J'étais bien accueilli par monsieur le maire qui est venu me voir quand je me suis installé. Donc c'est plutôt sympathique, quoi.